Merci Madame la Présidente. Je voudrais en ces moments difficiles remercier Monsieur le Président Guinaud de nous avoir permis de nous réunir pour parler de belles choses, de notre beau passé et des solutions pour l'avenir. Remercier nos amis croates qui nous reçoivent dans ce sublime endroit magique, magnifique. Vous remercier tous, chers amis, d'être ici et de nous réunir donc pour parler de belles choses aussi. Je me répète, je m'excuse, je suis très émue. Vous ne m'en voudrez pas, je sais que vous me comprenez. Je voulais simplement dire, j'ai l'habitude de... Je suis là avec ma tête, bien sûr, mais je suis ailleurs avec mon cœur et vous pouvez le comprendre. J'ai l'habitude de raisonner, enfin de fonctionner plutôt avec les deux. Et là, c'est très difficile, il va falloir que je fasse un effort. Alors, je voulais dire simplement que ce qui est arrivé aujourd'hui à la Tunisie, vous qui connaissez, pour certains d'entre vous en tout cas, la Tunisie, vous savez que cet acte ne nous correspond pas, il ne nous représente pas. C'est un acte de barbarie infâme, atroce. Ça n'est pas notre culture, ça n'est pas nos idéaux, ce ne sont pas les choses que nous aimons, les idéaux que nous avons de partage, d'amour du prochain, de reconnaissance de l'autre. C'est un acte de défi, c'est comme ça que je le comprends, un acte extrêmement intelligent, en fait, parce que si vous raisonnez, si vous réfléchissez, pardon, vous allez vous rendre compte que cet acte a tapé fort, là où ça fait très mal. D'abord à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'Assemblée du peuple, qui a travaillé pour une Tunisie démocratique. Il a tapé aussi au musée du Bardo, c'est-à-dire le patrimoine, l'histoire de notre pays. Et il a tapé aussi le tourisme, c'est-à-dire les finances, l'argent qui nous permet de vivre, ou d'essayer de vivre. Donc si ces gens-là pouvaient mettre leur génie, entre guillemets, et leur intelligence au service du bien, je crois que on ferait de très grands progrès, hélas. Hélas, 3 fois hélas. Mais ce que je voudrais répondre aujourd'hui, je vous remercie tous de vous être associés à notre désarroi et à notre chagrin, Monsieur Fantard et moi-même, pendant la minute de silence qu'on a observée ensemble tout à l'heure. Je voudrais vous dire que nous ne baisserons pas les bras, que nous continuerons, que nous riposterons, qu'ils ne gagneront pas, même si nous devions périr, mourir jusqu'au dernier. C'est le message que je dis ici, et je sais que beaucoup de Tunisiens partagent mon point de vue. Alors pour continuer, merci. Pour continuer, nous allons parler de Carthage. Carthage d'hier, bien sûr, et Carthage, bien sûr, aussi de demain. Depuis les intelligents amateurs de curiosité, ces voyageurs des temps anciens qui sillonnaient les solitudes nues et qui décrivaient les ruines de l'une des plus formidables métropoles de l'Antiquité, le destin de Carthage n'a pas cessé de solliciter l'imaginaire des hommes et de susciter les multiples interrogations de l'histoire et de la science. Ce site géographique d'une exceptionnelle beauté avait su, dès le XIe siècle avant Jésus-Christ, subjuguer et intéresser les intrépides marins et commerçants phéniciens. Et c'est de ce lieu, précisément, que l'histoire de notre pays, l'antique Ifriqiya, comme l'a annoncé hier, comme nous l'a rappelé hier M. Fantard, a donné son nom donc à tout un continent. C'est de ce lieu que l'histoire a démarré. Un lieu plusieurs fois, en tout cas au moins une fois, détruit de manière assez radicale, maudit, spolié, mais aussi chaque fois recommencé, ressuscité, relevé, et de ce fait impérissable et éternel. Un lieu aujourd'hui plus que jamais vivant, qu'il est de notre devoir de connaître et de faire connaître, de défendre, d'honorer, de sauvegarder et d'intégrer dans un circuit de développement culturel, économique et social. Je voudrais retracer brièvement, je ne sais pas comment ça fonctionne, ça, excusez-moi. Il faut appuyer, oui. Espace. Ah là, tout simplement. Merci, ça va. Je voudrais retracer brièvement quelques aspects fondamentaux de l'histoire de Carthage, j'irai assez rapidement pour ne pas perdre trop de temps, parce qu'évidemment, c'est une longue histoire de près de 3000 ans.
C'est une histoire de feu, de mort et de résurrection. Tiens, c'est étrange aujourd'hui. Ce sentiment d'appartenance donc à une terre et au temps qui la traverse nous donne le sentiment que Carthage a un destin singulier. C'est un site paradoxal, d'ailleurs un site très très riche sur le plan archéologique, un site qui recouvre plusieurs siècles d'histoire, nous l'avons dit, et un site très difficile à fouiller d'ailleurs où l'on rencontre dans certains lieux plus de 150 niveaux d'occupation, sur évidemment une période de près de 20 siècles d'occupation. Ensuite, une ville abandonnée, mais malgré les siècles de silence interrompus par la voix des poètes et des saints, qui ont investi ces lieux très chargés, d'ailleurs pour ceux qui connaissent Carthage, ils comprennent très très bien ce que je veux dire, cette ville n'est jamais morte. Elle a vécu à travers le souvenir de ces heures à la fois glorieuses et tragiques, avec une mémoire toujours recommencée. Alors, elle est située au cœur du bassin méditerranéen, je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer où se trouvent la Tunisie et Carthage, mais simplement pour rappeler que Carthage est à l'exacte intersection, elle était à égale distance, de l'Orient et de l'Occident, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud, de l'Europe et de l'Afrique. Et ce lieu central, je rappelle ça pour bien démontrer qu'elle est parfaitement méditerranéenne, et simplement pour ouvrir une parenthèse en disant que lors de l'Assemblée de la nouvelle constitution de la Tunisie, eh bien, sous la pression des gens, des islamistes alors au pouvoir, on a effacé la dimension méditerranéenne de la Tunisie. Ce qui est absolument invraisemblable, mais qui de toute façon ne nous dérange pas parce que c'est une évidence. Alors c'est une évidence, bon, on pourra dire ce qu'on voudra, le jour où on prendra la Tunisie ou qu'on la mettra ailleurs, on pourra peut-être en reparler. Pour l'instant, elle est méditerranéenne et complètement méditerranéenne. Donc, elle a aussi elle a un destin singulier, cette ville de Carthage, parce qu'elle a cette particularité, tout comme la Tunisie d'ailleurs, puisque Carthage est le départ de l'histoire de la Tunisie, elle a cette singularité d'avoir été fondée par une femme, par Elisha, mieux connu ou plus connu sous le nom de Didon, immortalisé par le poète Virgile. Cette fameuse Élissa qui se suicide par le feu, en sacrifice expiatoire, donc de sa personne, afin que renaisse sa ville, pour ne pas abandonner sa ville, ne pas la laisser, absolument, et pour qu'elle soit sauvée. Je ne rentre pas dans les détails. C'est également une ville marquée à la fin de son histoire par un autre sacrifice de femme, la femme du général Hasdrubal, qui, pour se soustraire donc à la pression des soldats de Scipion et de Scipion lui-même, a préféré se jeter dans le feu avec ses enfants plutôt que de se rendre au général romain. C'est donc une ville étrange, liée au feu, liée au sacrifice expiatoire de ces deux femmes qui viennent encadrer son histoire de bout en bout, l'une à l'aube et à l'origine et l'autre à la fin. Et cela pour que survive la ville. Parce qu'en effet, comme le phénix, le fameux oiseau fabuleux qui renaît chaque fois de ses cendres, Carthage a à peu près ce même destin. Or, phénix et phénicien, ça a à peu près la même origine. Carthage porte en elle cette charge symbolique de mort et de résurrection. Mais cette cité donc a été détruite, elle survivra malgré la malédiction de Rome. Rome, vous le savez, a été très inquiète de la puissance de Carthage, et par la bouche de Caton, Delenda est Carthago, qu'il martelait de manière incessante au Sénat, Delenda, c'est-à-dire vraiment il faut détruire Carthage, il ne s'agissait pas seulement de faire la guerre, il s'agissait de détruire Déléo, et le gérondif de Déléo, c'est vraiment il faut tout casser, il faut plus rien laisser. Eh ben, non seulement la ville a été détruite, mais en plus de ça, elle a été maudite pour que plus rien ne se passe à Carthage, à tout jamais. Et le texte de la Dévotio, donc de cette malédiction portée sur Carthage, en dit long, d'ailleurs sur la haine des hommes et sur le destin tragique de cette ville. Cette ville que l'on a appelée d'ailleurs, je ne sais plus quel est l'historien qui l'a nommée ainsi, et a dit que c'était la Hiroshima du monde antique. Alors je vous lis très rapidement quelques lignes donc de cette Dévotio. Dis pater, veiovis, man, ou de quelque autre nom qu'il faille vous appeler, vous répandez la fuite, la terreur dans cette ville de Carthage et dans cette armée dont je veux parler, sur tous ceux qui portent les armes et lancent les traits
contre nos légions et contre notre armée. Cette armée, ses ennemis, ses hommes, leurs villes, leurs champs, tous ceux qui habitent en ces lieux et sur ce territoire, aux champs ou à la ville, arrachez-les d'ici, privez-les de la lumière d'en haut. Que l'armée des ennemis, les villes, les champs de ceux dont je veux parler, que leurs villes, leurs champs, leurs têtes, leur vie vous soient dévoués et consacrés selon les lois par lesquelles les plus grands ennemis ont toujours été dévoués, etc., etc. En effet, la ville est morte, momentanément, et un long silence d'un siècle a enveloppé Carthage. Et malgré cela, la cité a été reconstruite par ceux-là même qui l'avaient détruite. Et elle brillera encore de 1000 feux jusqu'à la fin du 7e siècle. Moment de la conquête arabe, dirons-nous. Certes, la ville, à cette époque-là, étant donné que les nouveaux conquérants arabes avaient reconstruit Kérouan, la ville s'est ratatinée, si j'ose dire, sur elle-même. Elle a continué de vivre autour de son évêque jusqu'au XIe siècle. Et c'est au XIe siècle, on en a parlé ce matin et je n'y reviens pas, que tout, évidemment, la véritable rupture a été consommée. Alors, ce long siècle a été quand même interrompu, je le disais tout à l'heure, par la voix des saints, par les gens qui venaient se recueillir sur les ruines de cette cité. Et il faut dire aussi que cette Carthage généreuse n'a pas cessé d'exister puisqu'elle a fait de ses entrailles et de sa vie, elle a contribué à construire d'autres villes. Elle a d'abord contribué à construire Kérouan. On l'a vu avec la mosquée de Kérouan tout à l'heure, dans la conférence de Monsieur Fantard. Elle a contribué à construire Tunis, mais au-delà encore, elle a contribué à reconstruire la cathédrale de Pise, la cathédrale de Barcelone, celle de Cantorbéry et bien d'autres monuments anciens. Les gens venaient, alors là je vais vous montrer peut-être excusez-moi, là c'est pour vous montrer un petit peu cette photo satellitaire donc du site, on voit qu'on est sur une péninsule, sur une presqu'île, qu'on appelle d'ailleurs le Cap Carthage. Le village de Sidi Bou Saïd est à la pointe, le village historique de Sidi Bou Saïd est à la pointe de la presqu'île, qu'on appelle donc le Cap Carthage, et Carthage est un peu cette espèce de, je ne sais pas, est-ce qu'il y a ici? Non, qu'est-ce que je fais là? Comment ça marche? Excusez-moi. Comment ça marche pour montrer? C'est ce bouton. Voilà, le Carthage se trouve ici, au pied de Sidi Bou Saïd, derrière ce ravin, au pied de ce ravin qu'on appelle le ravin d'Amilcar. Voilà Carthage, situé entre le lac de Tunis et la mer, ici au fond du golfe, au début du golfe de Tunis. Donc, alors ça, c'était pour vous expliquer cette fameuse destruction de Carthage par le feu. Nous sommes ici dans un quartier qui est le quartier de Byrsa. Nous sommes au IIe siècle avant Jésus-Christ, et très exactement en 146 avant Jésus-Christ, quand les soldats de Scipion sont montés à la citadelle pour mettre le feu à la ville. Et ce que vous voyez sur les murs de ces petites habitations qui se trouvaient au pied de la colline, eh bien, ce sont les vestiges de l'incendie de 146 avant Jésus-Christ, puisque la ville a brûlé pendant une semaine. Vous voyez ici les traces. Vous voyez bien ici les traces de l'incendie que l'on retrouve sur les murs. On les retrouve partout. Ça, ce sont les colonnes. Je vous parlais tout à l'heure de la reconstruction des villes, d'abord de Tunisie, puis des villes de plusieurs monuments européens, avec ces colonnes brisées, cassées, découpées, débitées en tranches, aussi bien le marbre que le granit. Nous sommes ici au terme d'Antonin et les termes d'Antonin étant au bord de l'eau, les navires arrivaient, amarrés quelque part, et puis on arrivait jusqu'à la grève, on embarquait les colonnes et elles allaient donc servir à construire autre chose. Alors donc la ville est abandonnée. Il y a des mausolées qui s'installent. Là, je vous montre un mausolée d'une femme qu'on appelle Lalla Salha, qui est une des patronnes de Carthage. Très étrange, je ne vous raconterai pas son histoire parce que je ne veux pas trop m'attarder, mais c'est une femme et son histoire ressemble étrangement. On retrouve des éléments du mythe d'Élissa, donc de la fondatrice de Carthage. Et son mausolée se trouve non loin du sanctuaire du Tophet, qui est datable de la fondation de Carthage, et au bord de la mer. Alors, un autre saint
se recueillait souvent sur les ruines de Carthage. C'est le grand Sidi Mahrez qui, au Xe siècle, c'est le patron de la ville de Tunis, qui venait se recueillir. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire une partie de son poème sur Carthage. Il dit « J'ai vu ces murs comme un mirage, cette fierté dans la misère. Qu'une larme soit un hommage. Pourquoi ce vide après la joie? C'est tellement d'actualité. Pourquoi ce dénuement après la gloire? Ce néant qui fut une ville, qui répondra? Rien que le vent, qui remplace le chant des prêtres et disperse les âmes jadis rassemblées. » Nous en arrivons maintenant à l'époque contemporaine, donc à partir du XIXe siècle, Carthage va être progressivement réinvestie. On commence à construire des palais princiers ou des maisons de grands notables tunisiens. Et puis avec la colonisation, bien entendu, les maisons Carthage commence à se couvrir de somptueuses villas. Et en même temps, s'est développé un véritable intérêt pour l'archéologie et en même temps le besoin de bâtir. Ce que vous voyez ici, c'est quand même très éloquent. C'est une très belle villa, une des premières maisons construites à Carthage. Vous voyez qu'elle est construite exactement au-dessus des ruines. Nous sommes sur la colline de Birsa. C'est une maison construite en 1890, une des premières maisons. Donc, elle appartenait au vicomte de Calonne. Elle a ensuite changé de propriétaire. Et elle s'appelait la Villa Salammbô, ce qui a fait dire à certaines personnes que c'était la villa de Flaubert. Bon, bien sûr, Flaubert n'a jamais connu cette maison. Alors vous la voyez ici, nous sommes donc sur ce fameux site de Birsa que je vous ai montré tout à l'heure. Et voilà une des maisons, cette maison, la maison donc du vicomte de Calonne, qui est installée exactement à l'emplacement de l'acropole de Birsa et qui domine, vous voyez au loin, les portes puniques. Alors, pour en finir avec cette histoire de construction au XIXe siècle et de construction également au début, après l'indépendance de la Tunisie, nous avons ici, à côté de la villa que je viens de vous montrer, le grand hôtel Saint-Louis de Carthage, qui est né à peu près à la même époque, à la fin du XIXe siècle, toujours sur la colline de Birsa, qui abrite aujourd'hui le musée et auquel la campagne archéologique de Carthage a consacré d'énormes travaux. Alors, encore la colline de Birsa qui voit la naissance aussi de la cathédrale Saint-Louis de Carthage, évidemment en hommage à la figure de Saint-Louis qui est mort évidemment à Carthage, et aussi en hommage à la chrétienté, parce qu'on voulait un petit peu retrouver le sentiment de chrétien, parce que Carthage a été une très très grande ville chrétienne. Voilà une autre vue de la cathédrale. Là, nous avons le palais bellical, le Beit el-Hakma. Certains d'entre vous, hier, on parlait de l'académie de Carthage. Voilà l'académie de Carthage qui a donc élu domicile dans ce palais princier, ce palais bellical, qui a abrité, il y a une vingtaine d'années, la conservation du site de Carthage et personnellement travaillé dans ces lieux. Un autre palais princier, le palais Kérédine, qui se trouve à quelques kilomètres, enfin disons 2 ou 3 kilomètres du centre de Carthage. Tout ça, ce sont des maisons de la fin du XIXe siècle. Alors voilà certaines villas coloniales qui sont évidemment récupérées aujourd'hui par la grande bourgeoisie ou les gens qui ont beaucoup d'argent, par les bourgeois, donc comme on les appelle. Une autre maison, évidemment qui n'avait pas cet aspect au moment de la colonisation, mais qui maintenant ressemble à cela avec les piscines, etc., tout le confort. Une autre maison sur la colline de Birsa, encore une autre. Nous en arrivons maintenant à un autre problème, enfin un autre point de notre conférence. Il faut dire que malgré donc cette fabuleuse histoire et cette urbanisation moderne commencée au XIXe siècle, Carthage a pu conserver quand même l'essentiel de ses composantes et des composantes qui caractérisent une ville ancienne. Une acropole, donc je viens de vous en parler, appelée Birsa, des structures d'habitat, un théâtre antique, un hippodrome, dont il ne reste pas grand-chose à vrai dire, un forum, un amphithéâtre, enfin un forum, des forats, mais nous en connaissons surtout un, divers temples, un réseau routier unique et parfois apparent encore, et qu'il serait tout à fait opportun peut-être de développer et de réintégrer dans le circuit actuel, enfin dans le circuit touristique au moins, ou même pour les riverains, parce que c'est assez facile à remettre en évidence et à réhabiliter. Un aqueduc qui débouche sur toute une série de grandes citernes et de nombreuses basiliques chrétiennes,
et pas mal de vestiges que l'on découvre, parce que chaque fois qu'on travaille, qu'on fouille à Carthage, on trouve forcément quelque chose. Alors là, une série d'illustrations. Voilà les portes puniques, dont M. Pfantard vous a montré ce matin, avec leur reconstitution à l'époque antique, décrit par Polybe et évidemment par Appien. C'est la raison pour c'est ainsi qu'on a pu les reconstituer, et puis grâce aux fouilles qui ont été opérées à Carthage. Les termes d'Antonin, qui sont en bordure de la mer, dont on voit ici que les soubassements, qui sont des termes impériaux de très grande richesse, qui ont livré énormément une documentation très abondante et très importante. Encore les termes d'Antonin. L'amphithéâtre de Carthage, dont il ne reste que les soubassements, mais qui est le plus grand amphithéâtre d'Afrique, beaucoup plus grand que celui d'El-Jem, auquel on a l'habitude de le comparer pour les gens qui connaissent El-Jem. Mais c'était le deuxième ou le troisième amphithéâtre de l'Antiquité, je veux dire. Donc on le voit pas vraiment, on s'en rend pas vraiment compte parce que on a perdu l'élévation. On le voit encore ici. Le théâtre romain, le théâtre antique, qui abrite aujourd'hui le festival de Carthage, qui a fêté cette année son 50e anniversaire. L'aqueduc, le fameux aqueduc de Zagon, enfin la fin de l'aqueduc, qui ramenait l'eau de Zagon, à 70 km de Tunis, qui a été construit au IIe siècle, et qui déversait toute l'eau, qui devait servir à la ville, dans d'énormes citernes. Il y avait 24 citernes qui font près de 900 mètres de longueur chacune, 10 mètres de largeur et à peu près une quinzaine de mètres de hauteur. C'est vous dire que ces édifices-là pourraient être récupérés et réhabilités pour servir à différentes manifestations. On a ici les citernes. Alors, les maisons, le quartier Hannibal dont je viens de vous parler, enfin le quartier qui a vu la destruction de Carthage, que nous avons mis en évidence aussi au moment de la campagne archéologique de Carthage, ce sont des petites villas d'habitation qui se trouvent au pied de la colline de Byrsa, qui est l'acropole de Carthage, d'autres villas en bordure de mer, et vous voyez que Carthage existe, que la nouvelle Carthage s'est complètement substituée à l'ancienne, parce que nous avons là le réseau de rues actuelles qui recouvre complètement le réseau des rues anciennes, ou pratiquement au même endroit. Là, nous sommes dans la zone urbaine, en face pratiquement de l'académie de l'académie de Carthage dont je vous ai montré une photo tout à l'heure. Évidemment, le réseau des rues. Là, nous sommes dans la partie de Carthage qu'on appelle le quartier des villas. Nous avons là un Decumanus Maximus, un Decumanus qui descend jusqu'à la mer et qui traverse complètement le palais présidentiel et qui va jusqu'à la mer. C'est-à-dire que là, si on suit le Decumanus, on rentre au palais présidentiel de Carthage. Parce que Carthage a vraiment conservé la topographie pratiquement de l'Antiquité. Voilà encore une autre rue dans cette zone des villas, quartier des villas. La villa de la Volière, une des plus belles villas avec un magnifique panorama sur la baie de Carthage et sur le golfe de Tunis. Voilà encore une vue de la villa de la Volière qui a été reconstituée et restaurée. Encore une autre vue. Là, quelques basiliques chrétiennes. Ça, c'est la basilique dite de Damus el Carita, où ont été trouvés de très très grands vestiges, surtout d'époque chrétienne, qui ont permis de véritables études sur la chrétienté à Carthage. Une vue d'ensemble, enfin intérieure de la rotonde souterraine appartenant à cette fameuse basilique. Une autre basilique qui se trouve au parc des Thermes d'Antonin. Un édifice curieux, qui était peut-être une basilique chrétienne également, mais que nous n'avons pas encore, que nous ne sommes pas arrivés à identifier, qu'on appelle simplement Cobba Benterrey, c'est-à-dire la Kubba ou la coupole de la fille du roi. Bon. Je ne sais pas pourquoi on a rattaché ce nom. Elle a été découverte à la fin du XIXe siècle. Encore une basilique chrétienne. Cette basilique, qu'on appelle tout simplement le monument à colonnes, à cause de cette série de colonnes, mais qui aurait, dit-on, abrité le concile de 410, présidé par saint Augustin. Je veux dire si ces lieux sont chargés d'histoire. Une autre vue de cette fameuse basilique à colonnes. C'est ça, monument à colonnes, ce fameux monument à colonnes. Alors là, ce que je voulais vous montrer aussi, à travers cette petite carte, c'est qu'avec le développement de l'urbanisme, les vestiges que l'on voit ne sont que des espèces d'îlots, en fait, dans un paysage essentiellement urbain. Vous voyez ici, vous avez ici la colline de Byrsa, ça c'est l'hippodrome. Je ne vous ai pas montré de photo parce qu'il a pratiquement disparu. Ça c'est l'amphithéâtre, les grandes citernes,
la basilique d'Amos el Carita, l'Odéon, que je ne vous ai pas montré, le théâtre, un quartier de villas. Ici, une basilique auprès des thermes d'Antonin, avec d'autres citernes, les thermes d'Antonin, les ports, et également le sanctuaire punique, ici, le Tophet. Mais évidemment, il y a beaucoup d'autres vestiges qui sont épars dans la cité et qui sont les résultats de nos fouilles, si vous voulez, au fur et à mesure. Bien. Alors, ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que Carthage est encore une ville, et que c'est en train de redevenir une ville. C'est à la fois, bien sûr, un site archéologique, un lieu de souveraineté, puisque le palais présidentiel est élu domicile à Carthage. C'est une commune résidentielle, une ville dortoir pour les fonctionnaires qui travaillent dans la voisine Tunis et qui rentrent à Carthage dormir le soir. Et elle devient une véritable ville, surtout, à cause ou grâce aux quartiers populaires qui se sont progressivement installés à sa périphérie. Donc ces quartiers populaires qui se sont installés à la périphérie et qui ont fait l'objet de soins très particuliers de la part des gouvernements successifs de la Tunisie. Alors ces quartiers, qui sont des centres économiques importants d'ailleurs, parce que les gens travaillent, ils sont extrêmement travailleurs et actifs et efficaces, qui abritent donc ces activités économiques non négligeables, qui font vivre les familles, avec des activités qui ne sont pas toujours très légales, et avec des constructions qui sont souvent anarchiques et qui ne répondent pas toujours aux normes ni aux autorisations. Eh bien, il faut le reconnaître, c'est bien dans ces lieux que la vie se développe, et c'est bien dans ces lieux, et c'est sans doute là aussi qu'il faudra associer, ce sont ces lieux qu'il faudra associer à toute entreprise de développement durable et intégré. Alors pour le patrimoine en développement, j'espère que j'ai encore un peu de temps. Oui. Alors, il faut d'abord sauver la mémoire et se la réapproprier. On en a suffisamment parlé pour que je ne revienne pas là-dessus. En fait, la Carthage d'aujourd'hui doit essayer de sauver, de récupérer, de retrouver la Carthage d'hier, cette Carthage qu'on nous a laissée. Et la Carthage de demain, celle que nous léguerons à nos enfants et à nos descendants, elle sera le résultat de notre savoir et de notre capacité à transmettre cet extraordinaire joyau, en fait, qui s'appelle notre mémoire. Il y avait d'ailleurs à Carthage, dans l'Antiquité, un grand temple à la mémoire. Un grand temple dont nous avons retrouvé les traces. Et cette mémoria, cette allégorie romaine qu'on appelle mémoria, avait une place importante à Carthage, d'autant plus qu'il y avait une Carthage punique et puis ensuite une Carthage romaine. Et les Romains eux-mêmes ont célébré la mémoria. Vous savez ce qu'ils faisaient ? Ils essayaient de se rattacher au passé punique de la ville. Parce que les anciens savaient déjà que les gens qui n'ont pas de mémoire n'ont pas d'avenir. Ceux qui n'ont pas de passé n'ont pas d'avenir, tout simplement. Alors cette mémoria, il faut la retrouver, c'est-à-dire qu'il faut conserver et développer. Est-ce que les deux concepts sont incompatibles ? Je ne crois pas, à condition évidemment d'adopter toute une série de mesures, et surtout à condition de le vouloir. Et à ce niveau, bien entendu, c'est le politique qui doit intervenir. Mais comment, et la question a été posée, hier, je pense, ou avant-hier, comment aider les décideurs à comprendre que la sauvegarde est facteur de développement ? Ça, c'est une chose qu'ils n'arrivent pas encore à bien identifier, à bien comprendre, à analyser. Alors, il y a évidemment des mesures juridiques à prendre, mais il faut dire que Carthage est protégée juridiquement. D'abord, avec la campagne archéologique de Carthage, le site est sur la liste des biens de l'UNESCO, du patrimoine mondial. Ensuite, il y a un décret de classement du site comme zone archéologique à préserver, comme parc naturel. Mais ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces mesures juridiques doivent être complétées par un document qu'on appelle le PPMV, qui est le plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques, qui est prévu dans notre Code du patrimoine, et qu'on refuse jusqu'à présent, depuis près de 30 ans, d'adopter et surtout d'appliquer. Ce qui a d'ailleurs permis au président de la République déchu de déclasser certains sites de la zone non aedificandi pour les livrer à la spéculation foncière. Alors, il y a à Carthage, il faut le dire que c'est très tentant, vous voyez cette photo là aérienne, vous voyez qu'il y a un grand parc qui est en fait une zone agricole, c'est la zone non aedificandi,
Mais vous voyez qu'ici, par exemple, hein, on a commencé à grignoter, voilà, ici. Et ça, c'est le président de la République et ses acolytes qui ont déclassé tout simplement le site. Au lendemain de la révolution tunisienne, nous, société civile, nous nous sommes évidemment élevés contre ça et la situation a été gelée. Mais pour combien de temps? Il va falloir la résoudre. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il nous a véritablement posé un très gros problème qu'on ne peut pas résoudre facilement. Évidemment, il y a 300 hectares de terre, imaginez, 300 hectares de terre, que les propriétaires, ce sont des propriétaires agricoles, que les propriétaires voudraient bien vendre et viabiliser, ou les futurs acquéreurs, et que quand on pense au prix du mètre carré à Carthage, qui atteint des sommes faramineuses, qui défient toute imagination, évidemment, il y a beaucoup de choses à gagner et à perdre dans cette opération. Et c'est un véritable problème. Alors, cette situation dangereuse, tente de s'aggraver sous la poussée, évidemment, de l'urbanisme environnant qui fait son siège. Vous voyez que tout ce qui entoure ici, hein, tout ça, c'est seulement cette zone-là, actuellement, qui est protégée, parce que tout ça, c'est en train de grignoter, c'est en train de faire le siège de la grande ville africaine. Mais comment faire? Comment faire? On peut pas non plus empêcher les gens de vivre et de s'installer. Alors donc, il faut faire aboutir ce PPMV qui est prêt depuis 30 ans. Et ce PPMV, qu'est-ce qu'il propose? Il a 3 objectifs, en fait. C'est-à-dire le plan de protection et de mise en valeur, qui est prévu par notre Code du patrimoine, je le répète. Alors, il a un pôle culturel, éducatif et scientifique, un autre pôle, c'est environnement et société, et le 3e pôle, c'est tourisme et économie. Alors, l'objectif culturel et éducatif, je reviens là-dessus, il faut enseigner Carthage. C'est pas plus difficile que ça, même si c'est très difficile. Il faut enseigner, il faut que l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur s'y mettent pour inscrire Carthage et les autres sites archéologiques, enfin l'histoire de la Tunisie, dans leur programme. Vous savez, je voudrais vous raconter, si j'ai le temps, vous raconter une anecdote qui m'est personnellement arrivée il y a quelques années. On était en train de fouiller à Carthage, dans un site qu'on appelle Salambo, d'ailleurs. Et étant donné que c'était un site à l'intérieur de la zone urbaine, on était entouré de grillages. Et vers midi, les enfants de l'école voisines sortaient et venaient regarder, ils comprenaient pas ce que nous faisions. Et ils s'agrippaient au grillage, et ils nous regardaient avec leurs grands yeux, et nous on travaillait. Et on était de part et d'autre du grillage. Nous, avec nos pelles et notre matériel, enfermés dans notre savoir, et eux à l'extérieur, enfermés dans leur ignorance. Mais nous étions enfermés les deux, en fait. Alors, on n'arrivait pas à communiquer, ou pas suffisamment, parce qu'ils posaient quelques questions et puis ils rentraient chez eux. Et c'est un peu l'idée que je me fais de cette ignorance et de cet échec, en fait, à avoir transmis ce savoir. Une autre anecdote, j'en parlais ce matin avec Madame Guinaud. Vous vous rendez compte qu'il y a une dizaine d'années, un café, d'ailleurs à l'emplacement pratiquement de l'endroit où nous avons fouillé, un café a été construit avec pour nom café Scipion. Alors je ne sais pas si c'est de Scipion Émilien ou de Scipion l'Africain dont il parlait, quoi qu'il en soit. C'est comme si on appelait un café Hitler, je ne sais pas moi, où ça. Où on peut mettre un café Hitler quelque part. C'est la même chose. On l'a écrit à la municipalité, on s'est révolté. Il y a rien. Et la personne qui a fait ça, je suis persuadée qu'elle l'a fait de bonne foi. Il ignore simplement que Scipion a détruit Carthage. Donc là, il y a un grand travail à faire. Ce qu'il faut faire également, et là, notre société, notre association particulièrement, est en train de militer en faveur d'une école des métiers du patrimoine à installer à Carthage même. Il y avait eu déjà une école des métiers du patrimoine, un institut même des métiers du patrimoine, qui a vu le jour dans les années 2000 à Tunis, mais pour des raisons qui restent obscures, et qui avait donné d'ailleurs d'excellents résultats, pour des raisons obscures, cette école a progressivement perdu de ses prérogatives pour ne devenir qu'une simple annexe de l'université de Tunis. On y enseigne l'histoire générale, sans réel débouché, sans finalité d'ailleurs. Et puis tout est parti comme ça, et surtout depuis la Révolution. Nous avons véritablement, et surtout dans la perspective de l'adoption du plan de protection et de mise en valeur de Carthage, de réhabiliter ce projet et de le remettre. Et on a déjà déposé un dossier au Premier ministère.
Il faut également toujours fouiller à Carthage. Je vous ai dit que plus on fouille et plus on trouve des choses. On pourrait fouiller encore pendant des dizaines d'années. On peut fouiller en zone dona edificandi, mais même en zone urbaine et en in situ, parce qu'il y a encore des choses à découvrir. Et nous sommes pour cela protégés par la loi. Il faut également essayer de voir Carthage, parce que Carthage, avec tout ce que je viens de vous dire, n'est plus un site très visible. Alors on demande aux gens de respecter un site, d'abord qu'ils ne connaissent pas, et deuxièmement qu'ils ne voient pas. C'est assez difficile et c'est pratiquement impossible. Donc il faut rendre cette ville plus visible, d'abord par l'aménagement des abords des grands monuments qui sont prestigieux, en les signalisant beaucoup mieux, en faisant de la publicité, que sais-je, il y a mille façons de procéder. Et également en essayant de réhabiliter les petites zones qui sont en friche et qui sont véritablement dans la zone urbaine, que l'on peut, avec des petits moyens même, remettre en évidence. Il faut également permettre aux gens de devenir conservateurs de leurs propres vestiges quand on trouve des vestiges dans leur maison. C'est ce qui s'est passé. Par exemple, là, je vous présente un plan de sauvegarde. C'est le plan de sauvegarde de la ville de Carthage, le fameux PPMV, qui a été présenté, je vous dis, depuis 30 ans au ministère et qu'il faut chaque fois rectifier parce qu'évidemment, la zone d'urbanisation continue d'avancer. Alors ici, simplement pour vous montrer tous les terrains qui sont hachurés ici en rouge, ce sont les terrains qui ont été déclassés par l'ancien président de la République qui les a livrés aux spéculateurs. Alors là, tout ce qui est vert, c'est la zone verte, bien entendu. Ça, c'est la zone archéologique. Tout ce que l'on voit ici en jaune, ce sont les grands monuments de Carthage qui sont également zone non edificandi. Et le reste est livré à la construction. Vous voyez ici les deux grands les vestiges, enfin l'indication des deux grandes rues de Carthage, le Cardo Maximus et le Decumanus Maximus ici, et toutes les rues qui sont parallèles et perpendiculaires et qui quadrillent Carthage et que nous connaissons parfaitement. Alors là, c'était un essai qui a donné d'ailleurs de très bons résultats. Je ne vous ai pas apporté d'autres photos, je m'en excuse. J'ai cette vieille photo qui date de l'époque des fouilles. C'est une maison qui a été découverte au début de la campagne archéologique. Or, ce terrain était en zone urbaine et il a fallu le rendre à son propriétaire. Alors, on a fait une sorte de marché. Il a conservé la maison intacte dans sa cave et il en est le conservateur. Il a les clés, nous avons le double des clés. Chaque fois que quelqu'un demande à voir cette cave, elle est ouverte au public, évidemment sur demande, on ne va pas rentrer chez les gens sans les prévenir. Et c'est une excellente solution parce qu'à Carthage, il y a partout des choses. On est exactement, les constructions sont sur la ville antique est partout. Alors pour le réseau de routes, là pour une autre réhabilitation, on peut également réhabiliter le réseau des rues. Je vous ai montré quelques rues, quelques Cardinès et quelques Decumani. Ça c'est un Decumanus, on l'a vu tout à l'heure. Un Cardo dans le quartier des Villas. Ça c'est un grand Decumanus qui descend jusqu'au terme d'Antonin, qui a été restauré, ça se voit. La restauration est apparente. C'est le même Decumanus, mais à gauche, vous avez le départ d'un Cardo que l'on retrouve ici. Un Cardo qui n'a pas été restauré, lui, qui est très charmant. Alors ici, on voit bien, c'est en bordure des maisons que vous avez vues tout à l'heure, des maisons qui sont en zone urbaine, des maisons puniques, des grandes maisons puniques. Là, vous avez un Cardo, qui est un Cardo maritime d'ailleurs, et que nous avons reconstitué, laissé en place, avec ici le Decumanus qui est restauré. Voilà encore un autre Decumanus qui descend de la fameuse villa de la Volière. Donc, il y a aussi un développement économique qui est possible grâce à l'application du PPMV. Et alors, écoutez, comme on me presse de terminer, je vais simplement conclure. Je crois que ce que je voulais vous dire, c'est que les problèmes existent, mais que les solutions existent, et qu'il y a plusieurs propositions que nous pouvons faire. Mais en guise de conclusion, vous allez me permettre, en 2 minutes, de vous lire, de vous citer ces paroles et ces recommandations de mon collègue et ami, M. Abdelmajid El-Nabli, qui a été pendant 30 ans conservateur du site de Carthage, avec lequel j'ai longtemps travaillé, et qui fait membre de notre association. Paroles qu'il a prononcées au cours d'un colloque récent qui s'est tenu sous l'égide de notre ministère de tutelle, en présence de responsables de l'UNESCO, à propos du PPMV, et je le cite et je le suis, quand il dit « La mise en œuvre du PPMV permettra l'ouverture d'un grand chantier culturel couvrant de nombreux domaines d'activité et donnera
l'agglomération de Tunis d'un équipement scientifique et culturel de prestige international. C'est notre droit de spécialiste et aussi de citoyen, partie prenante de la culture, que d'exiger que le nouveau gouvernement inscrive ce projet dans ses priorités. En rappelant aux nouveaux responsables de l'État que ce projet, initié depuis 1979, a souffert de l'indifférence, sinon de l'hostilité des gouvernements précédents, considérant la culture comme une chimère superflue. L'histoire de notre passé, qui fut un moment glorieux et universel, mérite mieux qu'une indulgence méprisante de la part de ses décideurs. C'est aujourd'hui l'occasion, devenue entre-temps urgence, de valoriser un site célèbre et prestigieux. La création d'un parc mettant en exergue un pan de notre histoire universelle, le mettant à la portée de tous les citoyens et de tous les visiteurs étrangers, sera l'honneur de la Tunisie nouvelle et démocratique. Elle aura, par cet acte fondateur, sauvegardé et valorisé un point essentiel de notre patrimoine. Je ne pouvais dire mieux et je vous remercie de votre attention.